former Formula One racing driver Michael Schumacher. Michael Schumacher. One of the greatest drivers of all time. Greatest driver in Formula One history. In critical condition. The Formula One legend Michael Schumacher's catastrophic skiing injury. They're reporting on that tragic ski accident to the... Il était le roi de la vitesse. Septuple champion du monde de Formule 1. Il était inarrêtable. Michael Schumacher n'était pas seulement un pilote. C'était une légende vivante. Mais en un instant bouleversant, son histoire a basculé à jamais. Et à ce jour, peu de gens savent ce qui s'est réellement passé après ce séjour au ski en décembre 2013. Sa dernière vidéo le révèle. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour assister à son retour. Pensez-vous que la famille Schumacher cache toute la vérité? Écrivez 1 pour oui ou 0 pour non dans les commentaires ci-dessous. Oh, la vie de Michael Schumacher a pris un tournant dramatique le 29 décembre 2013. La légende de la Formule 1 a subi des blessures mortelles lors d'un tragique accident de ski dans les Alpes françaises. Il skie à Hit avec son fils Mick, âgé de 14 ans, sur le domaine skiable de Méribel, lorsqu'il a quitté la piste balisée pour rejoindre une zone non déneigée. Il a heurté un rocher et a perdu le contrôle de son ski. Le violent impact a brisé son casque en 2 morceaux, ce qui l'a probablement sauvé d'une mort instantanée. Schumacher était réveillé immédiatement après l'accident, mais incapable de répondre correctement aux questions et avait un comportement erratique. Les équipes médicales l'ont transporté d'urgence à l'hôpital de Grenoble, mais son état s'est détérioré. Les médecins l'ont conduit d'urgence en chirurgie pour soigner son grave traumatisme crânien, puis ont subi une seconde opération le soir même. Le pilote de 44 ans a souffert d'une grave hémorragie et de contusion cérébrale, ce qui a contraint les médecins à le placer dans un coma artificiel. Depuis ce jour, le monde a été très peu informé de la guérison de Schumacher. En juin 2014, les médecins l'ont transféré de l'hôpital de Grenoble au Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV en Suisse pour sa rééducation. Il aurait suivi plusieurs traitements médicaux, dont de nouvelles approches comme la thérapie par cellules souches. Une équipe spécialisée de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes et d'orthophonistes l'accompagne désormais dans sa convalescence et sa rééducation à domicile. Sa famille respecte scrupuleusement sa vie privée. Les fans ne savent donc pas où il en est de sa guérison. Plongez-vous dans cette vidéo et découvrez ce qui lui est réellement arrivé. Michael Schumacher a été victime d'un accident de ski en 2013. Le 29 décembre 2013 a tout changé pour l'un des plus grands champions de Formule 1. Par ce dimanche matin clair, dans la station alpine chic de Méribel, en France, une simple sortie au ski s'est transformée en tragédie qui allait changer sa vie à jamais. À Méribel, les conditions étaient idéales pour skier ce jour-là. Le domaine skiable avait reçu plus de 30 cm de poudreuse fraîche le lendemain de Noël et 20 cm supplémentaires samedi. Le septuple champion du monde était sur les pistes avec son fils Mick, 14 ans, à 11-16, sous un ciel bleu éclatant. Schumacher connaissait bien l'endroit. Il possédait un chalet à proximité et y passait souvent ses vacances. Généralement autour de son anniversaire, le 3 janvier. Schumacher décida alors de skier hors-piste dans une zone située entre 2 pistes damées. Cet endroit se trouvait entre une piste bleue assez facile et une piste rouge plus difficile. De nombreux skieurs appréciaient ce secteur car ils y trouvaient de la neige fraîche et intacte. Les images de la caméra embarquées sur le casque ont ensuite révélé aux enquêteurs ce qui s'était passé. L'accident s'est déroulé comme suit. Il a heurté un rocher caché dans la neige avec ses skis. Il a perdu l'équilibre et est tombé en avant. La force de l'impact l'a propulsé à environ 3,5 mètres dans les airs. Sa tête a heurté un autre rocher à environ 9 mètres du sentier balisé. L'enquêteur principal, Patrick Quincy, a précisé qu'il ne faisait aucun doute qu'une autre personne était impliquée dans l'accident. La victime a perdu l'équilibre et s'est cogné violemment la tête contre de petits rochers cachés dans la neige. Manque de chance. Et ce sont ces rochers cachés qui ont provoqué ce terrible accident. L'enquête a révélé que la vitesse n'était pas vraiment en cause. Le lieutenant-colonel Benoît Weinman a déclaré que son allure était parfaitement normale pour un skieur expérimenté. La signalisation et l'état de la piste étaient également irréprochables. L'impact fut brutal. La pierre brisa le casque de Schumacher en 2. Cependant, le casque lui sauva la vie. Les médecins s'accordent à dire qu'il n'aurait pas survécu sans lui. Immédiatement après l'accident, Schumacher était réveillé. Mais le neurochirurgien Stefan Chabard a déclaré qu'il semblait abasourdi. Il n'a pas répondu aux questions après l'accident. Il ne présentait pas de réponse neurologique normale.
a déclaré Chabard aux journalistes à l'hôpital. Les patrouilleurs sont arrivés rapidement et ont immédiatement pris conscience de la gravité de la situation. Si le casque a permis d'éviter la mort, il n'a pas pu empêcher tous les dommages causés par des forces aussi puissantes. Le professeur Jasper Sheila, du Rochester Institute of Technology, explique que les casques peuvent réduire de 30 à 50% les blessures légères à la tête, comme les coupures. Cependant, ils ne préviennent pas toujours les blessures graves pouvant déchirer le tissu cérébral. La blessure subie par Schumacher, avec des forces de torsion et un impact très violent, était supérieure à ce que même les meilleurs casques pouvaient supporter. Schill souligne que le casque protège très bien contre les blessures et les fractures du crâne, mais qu'il ne semble pas avoir beaucoup d'effet sur les commotions cérébrales ou les traumatismes crâniens. Schumacher a d'abord été transporté par avion à l'hôpital de Moutier, puis transféré dans un centre de traumatologie spécialisé à Grenoble. À son arrivée, il était déjà dans le coma et nécessitait une intervention chirurgicale immédiate pour réduire l'œdème cérébral et maintenir l'apport d'oxygène. Le professeur Marc Pinault, directeur adjoint de l'hôpital, a déclaré que son état était très grave. L'accident a provoqué de graves hémorragies et des contusions au cerveau de Schumacher. Ces blessures étaient si graves que les médecins l'ont placé dans un coma artificiel qui a duré 250 jours. Les médecins ont pratiqué des opérations d'urgence pour sauver Schumacher. Les minutes et les heures qui ont suivi à l'hôpital ont été cruciales pour la survie de Schumacher. Les équipes médicales ont conduit le champion de Formule 1 aux urgences, où des spécialistes ont commencé à soigner son traumatisme crânien. L'état de santé de Schumacher s'était considérablement dégradé à son arrivée au CHU de Grenoble. L'examen médical a révélé une pression dangereuse dans son crâne alors qu'il était inconscient. Les médecins ont constaté des contusions des deux côtés du cerveau, une affection fréquente chez les victimes d'accidents de la route. Ces contusions surviennent lorsque la tête s'arrête brusquement, mais que le cerveau continue de bouger dans le crâne, causant des dommages importants. Le Dr Jean-François Payan, neurochirurgien, a dirigé l'équipe de base et a présenté un premier rapport. Il se trouve dans un état critique. Son pronostic vital est incertain. Son état est très grave. L'équipe médicale a dû intervenir rapidement pour éviter des lésions cérébrales mortelles. Une intervention chirurgicale d'urgence a été nécessaire pour soulager la pression dangereuse exercée sur son crâne. Les chirurgiens ont d'abord retiré un caillot sanguin qui comprimait le cerveau de Schumacher. Son état de santé est resté incertain même après cette première opération. Une seconde intervention a donc été nécessaire le soir du 30 décembre pour soulager l'important œdème, ou gonflement, de son cerveau. L'équipe médicale a placé Schumacher dans un coma artificiel avec anesthésie pour protéger son cerveau endommagé. Elle a également commencé une hypothermie contrôlée pour refroidir son cerveau à 34-35 degrés. Des températures plus basses réduisent les besoins en oxygène du cerveau et diminuent le flux sanguin, contrôlant ainsi un gonflement dangereux. Le Dr Chris Chandler, neurochirurgien consultant au King's College Hospital de Londres, a expliqué que l'œdème cérébral devait être maîtrisé. Le port d'un casque atténuait simplement la gravité de la blessure, mais même avec un casque, une blessure grave est possible. Les médecins ont réussi à maintenir Schumacher dans cet état pendant la phase la plus critique. Les 48 à 72 heures suivantes allaient être cruciales pour son rétablissement. L'équipe médicale était prête à pratiquer une craniectomie décompressive, CDA, qui consiste à retirer une grande partie du crâne pour soulager la pression si le refroidissement seul ne suffisait pas à la contrôler. L'expérience médicale de Schumacher a commencé immédiatement après son accident. Les premiers secours ont dirigé l'hélicoptère vers l'hôpital de Moutier. Son état s'est considérablement dégradé pendant le transport. Il a dû être intubé après avoir perdu connaissance, ce qui a obligé le pilote à changer de cap pour rejoindre l'hôpital spécialisé de Grenoble. Schumacher est resté des mois au CHU de Grenoble, le temps que son état se stabilise progressivement. Fin janvier 2014, les médecins ont commencé à le réveiller avec précaution du coma artificiel. Les neurologues ont décrit les premières 24 heures de ce processus comme particulièrement critiques. La phase d'éveil s'est avérée difficile. Les médecins ont recherché des réponses spécifiques, respiration autonome, réaction à de légers stimuli douloureux ou conscience de son environnement. Ils ont averti que plusieurs tentatives pourraient être nécessaires pour le sortir de cet état artificiel. Le 16 juin 2014, après presque 6 mois passés à Grenoble, le grand tournant est arrivé. Sabine Kem, la manager de Schumacher,
annonce que Michael quitte le CHU de Grenoble pour poursuivre sa longue phase de rééducation. Il n'est plus dans le coma. Cela marque le début de la phase suivante de son rétablissement. L'hôpital universitaire de Lausanne, en Suisse romande, devient le nouveau domicile médical de Schumacher. Cet établissement proposait des services de réadaptation spécialisés et se trouvait à seulement 30 km de son domicile au bord du lac Léman. Les médias suisses ont rapporté des signes positifs lors du transfert. Schumacher a gardé les yeux ouverts pendant un long moment et a salué le personnel médical pendant les 190 km du trajet en ambulance. Les experts médicaux ont averti que, malgré ces signes encourageants, il pourrait s'écouler encore des mois avant que le pronostic vital ne soit connu et que des lésions cérébrales permanentes soient possibles. La famille maintient le plus grand secret sur l'état de santé de Schumacher. La première phase des soins d'urgence est terminée et un mur de silence a entouré l'état de santé de Michael Schumacher. Sa famille a créé et entretenu ce bouclier protecteur, qui est devenu l'un des aspects les plus marquants de toute cette épreuve. Corinna Schumacher, épouse de Michael depuis plus de 25 ans, est au cœur de ce cercle protecteur. Elle a organisé son transfert de l'hôpital à sa maison au bord du lac Léman, une fois son état suffisamment stabilisé pour permettre son transport. Elle a transformé une partie de sa propriété suisse en un établissement médical entièrement équipé, doté de salles dédiées aux soins et à la rééducation. L'engagement de Corinna était indéfectible. Elle a vendu les biens familiaux, dont le jet privé et la maison de vacances de Michael, et a réuni 25 millions de livres sterling pour couvrir ses énormes frais médicaux courants. Ces frais comprennent une équipe de 15 professionnels de santé qui s'occupent de lui 24 heures sur 24. Les frais de traitement s'élèvent à 115 livres sterling par semaine pour les thérapies et le matériel spécialisé. Elle ne s'occupe pas seulement de la logistique et des finances. Corinna a établi des protocoles stricts concernant les personnes autorisées à rendre visite à Michael et a créé un cercle restreint de personnes de confiance. Ce groupe restreint, qui a signé des accords de confidentialité stricts, comprenait Sabine Kem, manager de longue date, le président de la FIA et l'ancien directeur de l'équipe Ferrari, Jean Todt, ainsi que plusieurs membres de sa famille. « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme Corinna », a déclaré Jean Todt dans une rare interview. Elle ne s'attendait pas à ce qui s'est passé. C'est arrivé soudainement, et elle n'avait pas le choix. Mais elle a très bien géré la situation. Je lui fais confiance, et elle me fait confiance. Corinna a démontré de manière impressionnante sa détermination à protéger son mari dans le documentaire Netflix Schumacher de 2021. Elle a accepté de participer, mais a clairement défini les limites de toute discussion sur l'état actuel de Michael, déclarant simplement « Ce qui est privé est privé ». Michael nous a toujours protégés. Nous protégeons désormais Michael. La décision de la famille Schumacher de ne pas divulguer d'informations médicales repose sur plusieurs facteurs qu'elle a toujours défendus. Le respect des volontés antérieures de Michael. Schumacher a jalousement préservé sa vie privée tout au long de sa carrière de pilote, malgré sa présence publique. La famille estime que cela exauce son souhait. Aspects juridiques et éthiques. La Suisse et l'Allemagne ont des lois particulièrement strictes en matière de confidentialité. La famille a le droit de préserver la confidentialité de toutes les informations médicales, les protégeant ainsi de toute spéculation. Des informations incomplètes auraient donné lieu à d'interminables spéculations médicales et à des rapports potentiellement inexacts. Le bien-être de la famille était en jeu. Cette surveillance constante affectait toute la famille Schumacher, en particulier les enfants Gina, Maria et Mick, encore adolescents au moment de l'accident. Oui, il est logique que la réticence de la famille à partager des nouvelles corresponde à la personnalité de Michael. Son frère Ralph Schumacher a expliqué que lorsqu'il était chez Ferrari, Michael disparaissait toujours en hiver. Personne ne savait où il était jusqu'à son retour pour la saison suivante. Il a toujours strictement séparé sa vie professionnelle de sa vie privée, et sa famille perpétue cette pratique. Plusieurs neurologues, non impliqués dans le traitement de Schumacher, ont publiquement soutenu cette approche. Selon un spécialiste, la guérison des lésions cérébrales est imprévisible et non linéaire. Des mises à jour partielles pourraient créer de faux espoirs ou de la déception, tout en portant atteinte à la dignité du patient. Dans une rare communication en 2016, la famille a clarifié sa position. Nous mettons tout en œuvre pour l'aider. Veuillez comprendre que nous respectons les souhaits de Michael et gardons secret un sujet aussi sensible que sa santé, comme cela a toujours été le cas. Les médias transgressent les limites de l'éthique en cherchant des nouvelles de Schumacher.
Il y a eu des moments où la quête incessante des médias pour obtenir des informations sur le septuple champion de Formule 1 a repoussé les limites du supportable. Pour briser le mur de confidentialité érigé par la famille Schumacher 10 ans plus tôt, les journalistes n'ont pas hésité à recourir à des mesures drastiques. En décembre 2013, une centaine de journalistes, dont des journalistes d'Allemagne, de France, d'Italie, du Royaume-Uni, d'Australie et même de la chaîne arabe Al Jazeera, se sont rassemblés devant le CHU de Grenoble. Le monde a été surpris par l'état de santé potentiellement critique de Schumacher, comme l'ont révélé ses médecins. En raison de la vive rivalité pour l'information, une violation des normes éthiques a eu lieu. Un journaliste a tenté de s'introduire dans la chambre de Michael Schumacher en se faisant passer pour un prêtre, a déclaré Sabine Kem, la manager de longue date de Schumacher. Au quotidien Die Welt, les agents de sécurité ont rapidement évacué l'imposteur du bâtiment. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver, a déclaré Kem. Cet incident a incité le Dr Gérard Saillon, célèbre neurochirurgien parisien et ami de Schumacher, à faire une déclaration lors d'une conférence de presse. Au nom de Corinna, je vous demande de ne pas exercer de pression sur nous. Si vous laissez les médecins tranquilles, vous pourrez tout faire pour aider Schumacher à remporter cette bataille difficile. Cette tromperie a rappelé à beaucoup une situation de 1990. Deux journalistes de Sunday Sports se sont fait passer pour des membres du personnel médical et ont photographié l'acteur Gordon Kay alors qu'il se remettait d'une lésion cérébrale à l'hôpital. Cet incident a déclenché une modification de la législation au Royaume-Uni. Avril 2023, plus de 10 ans après la tragédie de Schumacher, a été le mois où s'est produite la violation éthique la plus flagrante. Michael Schumacher. La première interview était le titre d'un article publié dans le magazine People allemand Die Aktuell, avec la phrase descriptive « Cela semble trompeusement réel ». La une du magazine présentait une photo de Schumacher souriant et comportait une phrase précisant qu'il s'agissait de ses réponses. Le fait que toutes les citations aient été générées par intelligence artificielle n'a été révélé au lecteur qu'à la fin de l'article. La fausse interview comportait des déclarations prétendument de Schumacher, telles que « Depuis l'accident, ma vie a radicalement changé. Ma femme, mes enfants, le reste de ma famille et moi avons traversé une période terrible. » Une autre citation dit « J'étais si gravement blessé que je suis resté dans une sorte de coma artificiel pendant des mois, car mon corps n'aurait pas pu faire face autrement. » La famille Schumacher a réagi immédiatement. L'éditeur de Die Aktuell, le groupe Funk Media, a été poursuivi en justice par ses avocats, ce qui a finalement abouti à une décision de justice contre lui. Des dommages et intérêts d'un montant de 200 €, environ 217 $, ont été accordés. Anna Hoffman, rédactrice en chef de Die Aktuell, a été licenciée. Bianca Pullman, directrice générale de Funk, a présenté des excuses publiques. Dans ses excuses, elle a déclaré que l'article en question était à la fois offensant et trompeur et n'aurait jamais dû être publié. Ils ne répondent en rien aux normes journalistiques que nous et nos lecteurs attendons d'une maison d'édition comme Funke Verlag. Les lecteurs de Die Aktuell ont été induits en erreur par le passé au sujet de Schumacher. Bien que la couverture du numéro de 2014 ait présenté Michael et Corinna sous le titre « Éveillés », l'article ne mentionnait que d'autres personnes sorties du coma. Nicole Kraft, professeure de communication, a résumé succinctement le débat autour de l'intelligence artificielle. L'idée de permettre à un programme d'IA de reproduire ce que nous pensons que Michael Schumacher dirait à ce stade de sa vie est totalement contraire à l'éthique. Les batailles juridiques protègent la dignité et l'image de Schumacher. La famille Schumacher a engagé une série de procédures judiciaires pour protéger la vie privée et la dignité de Michael Schumacher. Ils ont déployé des efforts considérables pour empêcher certaines personnes d'exploiter son état ou d'accéder illégalement à ses données personnelles. Lorsque la famille Schumacher a porté plainte contre le magazine Die Aktuell pour avoir publié une fausse interview avec une intelligence artificielle, elle a remporté sa plus grande victoire juridique. Le magazine avait affirmé avoir réalisé la première interview de Michael Schumacher après son accident. Les avocats de la famille ont réagi rapidement. Le tribunal régional de Hambourg a statué en faveur des Schumacher, condamnant le groupe Funk Media, propriétaire de Die Aktuell, à verser des dommages et intérêts substantiels. Le tribunal a jugé que cet article constituait une violation grave des droits de la personne. Cela a créé un précédent important pour les futurs procès impliquant des
Information générée par l'intelligence artificielle et basée sur des individus réels. Un rectificatif officiel a été publié et le magazine a été contraint de payer une amende de 200 €. Bianca Pullman, directrice générale du groupe Funk Media, a reconnu avoir commis une erreur. Cet article, de mauvais goût et trompeur, n'aurait jamais dû être publié. Rien de ce qu'il contient ne correspond aux standards journalistiques que nous et notre public attendons. Les personnes souffrant de maladies graves bénéficient d'un niveau élevé de protection en vertu de la loi allemande sur la protection des données. Les experts juridiques ont interprété cette décision comme un message clair adressé aux entreprises de médias qui pourraient envisager des stratégies similaires à l'avenir. Le vol du dossier médical de Michael Schumacher en 2014 a constitué une atteinte à la vie privée plus grave que tout autre incident antérieur. Le vol a eu lieu immédiatement après son transfert de l'hôpital de Grenoble vers une clinique de réadaptation à Lausanne, en Suisse. Il est remarquable que les cambrioleurs aient pu obtenir des informations confidentielles sur son traitement et son état de santé. Les voleurs ont tenté d'extorquer 50 € à la famille Schumacher. Ils ont menacé de divulguer ces informations médicales privées au public. La famille a refusé de céder à la pression. Elle a contacté les autorités suisses, qui ont immédiatement ouvert une enquête. Les polices françaises et suisses ont collaboré pour identifier l'auteur des faits. Elles ont découvert que les documents provenaient du CHU de Grenoble, où Schumacher avait été soigné pendant plusieurs mois après sa blessure. L'une des personnes, employée par une société de transport par hélicoptère, a été identifiée comme suspecte lors de l'enquête. Les documents de transfert de Schumacher étaient en possession de cette personne. Après son arrestation par les forces de l'ordre, le suspect a commis un acte insensé pendant sa garde à vue. En raison de ce malheureux incident, il n'a pas été possible de déterminer si d'autres personnes étaient impliquées dans ces activités criminelles. En tant que représentante de la famille, Sabine Kem a fait la déclaration suivante. Nous rappelons expressément que l'acquisition et la publication de tels documents sont interdites. Tous les dossiers médicaux, ainsi que leur contenu, sont strictement privés et confidentiels. Les experts juridiques estiment que ces cas illustrent les efforts déployés par la famille de Schumacher pour défendre sa dignité. Jean-Pierre Mignard, éminent avocat spécialisé en protection des données en France, a souligné que dans les affaires impliquant des personnalités publiques souffrant de graves problèmes de santé, les tribunaux reconnaissent de plus en plus que la dignité et la vie privée demeurent des droits fondamentaux, quel que soit leur statut public antérieur. Le droit de la famille à contrôler les informations concernant l'état de santé de Michael Schumacher a toujours été soutenu par les tribunaux sur cette question. Combiné aux garanties mises en place par Corinna Schumacher et sa famille proche, cette protection juridique est efficace pour protéger leur vie privée. Jean Todt et ses proches offrent des aperçus rares. Parmi les rares personnes au courant de la vie privée de Michael Schumacher, Jean Todt se distingue. L'ancien patron de Ferrari est omniprésent et, même au présent, offre des éclairages insolites sur la vie du champion du monde. Ces dernières années, il a entretenu une relation étroite avec la famille Schumacher, les informant régulièrement de l'état de santé de son ami. Au-delà de leur partenariat professionnel chez Ferrari, où ils ont dominé la Formule 1 au début des années 2000, Todt et Schumacher partagent un lien qui va au-delà de leur relation professionnelle. Aujourd'hui encore, Todt voit Schumacher régulièrement. Je vois Michael très souvent, 1 ou 2 fois par mois, déclarait l'homme de 78 ans en 2020. Leur passion commune pour les voitures de course les rapproche encore plus. Ce n'est pas Michael qui me manque. Comme Todt l'a expliqué à RTL, je le vois. Oui, c'est vrai. Je regarde les courses avec Michael. D'ailleurs, il a déclaré dans une autre interview, je ne le laisserai pas seul. Lui, Corinna et le reste de la famille ont déjà vécu de nombreuses aventures ensemble. La gloire de ce que nous avons vécu fait partie de nous. Et il fait toujours partie de nous. Leur amitié perdure, comme en témoignent les heures paisibles qu'ils passent ensemble à regarder la Formule 1. Le fait que Schumacher continue d'entretenir un lien avec ce sport qui a eu un impact si profond sur sa vie, quoique d'une manière très différente aujourd'hui, procure aux fans un sentiment de paix et de réconfort. Concernant la situation de son ami, Todt choisit ses mots avec soin, respectant le droit à la vie privée de la famille. Bien sûr, notre amitié ne peut plus être ce qu'elle était, car la communication n'est plus aussi bonne qu'avant. A-t-il déclaré, évoquant les difficultés de communication de Schumacher en 2019. Il s'est contenté de faire le point avec émotion. Michael est là.
Ce qui le rend unique, c'est qu'il est protégé par sa femme et ses enfants, qui sont aussi pour lui de formidables guides. À ce stade, sa vie est différente, et j'ai l'honneur de partager des opportunités avec lui. C'est la seule chose qu'on puisse dire. Il est encore assez difficile d'être inscrit sur la liste des personnes autorisées à rendre visite à Schumacher. Felix Gorner, un journaliste allemand proche de la famille, a récemment déclaré qu'à l'heure actuelle, seules 20 personnes sont autorisées à approcher Michael. Et je crois que c'est la bonne décision à prendre. La raison est que la famille a à cœur l'intérêt de Michael. Plusieurs amis et anciens collègues ont été refoulés par la famille. Rubens Barrichello, pilote Ferrari et coéquipier de Schumacher, n'a pas pu venir, car on lui a dit que ce ne serait bon ni pour lui ni pour moi. Bien qu'il n'ait pas pu venir, Eddie Jordan, qui a offert à Schumacher sa première chance en Formule 1 en 1991, comprend la décision de la famille. Il est clair que Todd occupe une place unique dans la vie de Schumacher grâce à son accès constant. En recevant un prix pour Schumacher, il a déclaré « Vous êtes entouré de gens tout simplement extraordinaires. Michael est lui aussi une personne vraiment extraordinaire. J'ai également développé une relation unique avec Corina, Mick et Gina. Quant à moi, ma femme et mon enfant, ils sont tous devenus des membres de notre famille. Mick Schumacher honore l'héritage de son père sur les circuits. Michael Schumacher est peu connu du grand public, mais son fils Mick Schumacher a perpétué l'héritage sportif de son père. Après l'accident de son père, Mick Schumacher a trouvé sa propre voie dans le monde du sport automobile. Son ascension dans ce sport s'est heurtée à de nombreux obstacles, issus de l'aristocratie du sport automobile. Il a progressé régulièrement dans les catégories juniors et a finalement triomphé au championnat d'Europe de Formule 3 2018. En 2020, suite à sa victoire en Formule 2, il s'est vu proposer un volant au sein de l'écurie Haas de Formule 1 pour la saison 2021. Mick Schumacher a su trouver un équilibre entre l'héritage de son père et le développement de sa propre personnalité. Avant ses débuts, Mick Schumacher a exprimé sa fierté d'avoir porté le nom de Schumacher en Formule 1. En course, il porte souvent des casques reprenant des éléments du célèbre casque Ferrari rouge de son père. Il a vécu de nombreuses expériences marquantes tout au long de sa carrière. Lors des tours de démonstration du Grand Prix de Toscane 2021, il a piloté la Ferrari F 2004 de son père, avec laquelle il a remporté le championnat du monde. Ce fut le moment le plus important de sa carrière. Mick a admis que piloter la F 2004 avait été une expérience très émouvante. Il y a ce lien familial. Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 a été l'épreuve où il a marqué ses premiers points en Formule 1. Je pense que c'est un moment dont je me souviendrai longtemps. La seule chose qui me rend heureux, c'est d'avoir réussi à le terminer et à le ramener pour l'équipe, a-t-il déclaré. Mick n'avait que 14 ans lorsque l'accident impliquant Michael s'est produit. Sa vie personnelle et sa carrière professionnelle ont été radicalement bouleversées par cette tragédie. Contrairement à d'autres jeunes pilotes, Mick a été contraint de décider du cours de sa carrière sans le soutien de son père ni sa présence sur le circuit. Mick s'est alors entouré d'un groupe de conseillers soudés. Corina, sa mère, et Sabine Kem, l'ancienne manager de son père, lui ont été d'une grande aide pour le guider dans la bonne direction. Cette particularité se reflète dans son style de course. Il est farouchement indépendant et réservé sur les questions familiales. La présence du père de Mick est parfois un atout qu'il regrette. Je pense que papa et moi nous entendrions différemment aujourd'hui. Et ça, c'est a dit un jour Mick. Tout simplement parce que nous parlons un langage similaire, celui du sport automobile. En 2022, Mick n'a pas pu conserver son poste chez Haas, mais il a accepté un poste de pilote de réserve chez Mercedes, l'écurie où son père a terminé sa carrière en Formule 1. Dans l'histoire de la Formule 1, cet événement marque un nouveau lien important entre parents et enfants. Le public continue de soutenir le combat de Schumacher. Plus de 10 ans après son tragique accident de ski en 2013, Michael Schumacher reste au centre de l'attention et de l'admiration du public. Malgré le secret absolu qui entoure son état de santé, les fans du monde entier continuent d'afficher un soutien indéfectible au septuple champion du monde de Formule 1. Des hommages publics, des banderoles en tribune lors des Grands Prix, aux veillées aux chandelles et aux sites web dédiés aux fans, perpétuent son héritage, même lorsque les informations officielles se font rares. Ces dernières années, la sortie du documentaire Netflix Schumacher et les déclarations occasionnelles d'amis, proches comme Jean Taube, ont permis d'accéder à des informations rares sur sa vie privée. Ces moments, bien que brefs,
n'ont fait que renforcer le lien émotionnel des fans avec le pilote autrefois dominant. Des messages d'espoir et de persévérance continuent de circuler sur les réseaux sociaux sous des hashtags comme Cow Cow et Keep Fighting Michael. Une campagne devenue un mantra mondial de persévérance et de courage. Le soutien à Schumacher va au-delà de la simple nostalgie. De nombreux fans voient dans son combat personnel le prolongement du courage et de la détermination dont il a fait preuve sur les circuits. Son histoire est devenue un symbole non seulement de grandeur sportive, mais aussi de persévérance humaine face à des épreuves inimaginables. Dans un monde en quête de héros, Michael Schumacher reste silencieux, mais pas oublié. Pensez-vous que nous reverrons un jour Michael Schumacher en public? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la vidéo pour découvrir d'autres histoires incroyables et n'oubliez jamais l'héritage d'un véritable champion.